Bonjour madame, bonjour messieurs. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire. Comme chaque mercredi, nous aurons la possibilité de voyager, de nous instruire, d'apprendre de nouvelles choses. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai deux nouvelles personnes, deux invités qui vont se présenter. Donc c'est pour cela qu'à ma gauche, nous avons Colette Sibado. Sois la bienvenue Colette avec nous Merci. dans Plaisir de lire. En face de Colette, nous avons monsieur Stéphane Maugrand. Stéphane Maugrand. Bienvenue Stéphane. Merci Ludovic. Donc, une fois de plus, nous allons partager un petit moment intéressant avec nos invités et nous espérons aussi que vous allez apprendre des choses et que vous pourrez aussi mettre en application certaines choses dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, nous allons commencer tout de suite avec Colette. Alors, Colette, de quoi vas-tu nous parler? Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un roman qui s'intitule Capital et Charité. D'accord. Il a été écrit par Euphrasie Calmont et il traite de... Le décor se plante à la Martinique. D'accord, c'est une histoire locale. Absolument. D'accord. Je n'y avais pas pensé en voyant le titre. Je pensais que ça concernait l'Europe ou l'Amérique. Non, c'est local. D'accord. De quoi nous parle cet ouvrage? Donc, c'est un roman de société réaliste dont l'action se passe de façon contemporaine. Et il s'agit du monde de l'entreprise. Et il y a des interactions aussi avec le milieu familial des employés que nous découvrons dans ce roman. D'accord. Et la scène se passe dans une commune en particulier en Martinique ou... Il y a un va-et-vient entre Fort-de-France, le Lamentin et puis d'autres endroits de la Martinique. D'accord. Les personnages, ce sont des personnages fictifs. Ce sont uniquement des personnages fictifs. Oui. Les personnages principaux sont Mathieu, c'est le personnage principal, et on le voit évoluer dans sa famille. Donc il a 2 enfants, Léa et Théo. Et le monde de l'entreprise dans lequel il vit, il travaille, il est commercial, cadre commercial dans une entreprise, et on voit des interactions entre son milieu professionnel et son milieu familial. Parce que le professionnel, quand il est bien géré, tout baigne, la famille se sent bien, mais lorsqu'il y a un grain de sable dans le mécanisme, il y a des conséquences aussi dans la famille. Donc il y a une interaction entre les deux. Mais les scènes brossées dans ce roman ne sont pas uniquement pessimistes, parce qu'on y parle de surconsommation, de harcèlement, comme on le voit sur la première de couverture. Et on parle aussi de gaspillage, de stress au travail. Il y a beaucoup, c'est surtout le thème du roman, le stress, l'angoisse. Certains milieux professionnels peuvent être anxiogènes. Et il y a par ailleurs des moments des moments plus paisibles où le héros du roman va retrouver la paix, il aura des moments de liberté où il se retrouvera tout seul et il pourra faire le vide. Mais je ne veux pas tout dévoiler sur ce roman puisqu'il faut laisser nos lecteurs, ceux qui aiment lire, le découvrir. Et alors, par rapport aux thèmes, les différents thèmes que tu as brossés en quelques minutes, ce sont des thèmes très actuels. Très actuels, oui. Tu as parlé, par exemple, du harcèlement, du stress qui est au travail. Je suppose qu'il y a aussi le stress à la maison. Oui. Et surtout qu'il y a apparemment un lien entre l'activité professionnelle qui peut avoir des répercussions sur l'activité familiale ou peut-être inversement. Absolument.
Dans le milieu professionnel, lorsqu'il y a du stress, parce que maintenant, dans beaucoup d'entreprises, il faut faire du profit, il faut du rendement, il faut de la production. Et cela peut agir sur le moral des employés. D'ailleurs, on verra dans un passage que l'employé, il est comme un pion. Il est juste là pour faire du profit, pour augmenter le capital, comme le titre du roman l'indique. Et cela peut causer des dysfonctionnements, des soucis. Et puis, c'est disons, ça fait effet boule de neige, quoi. Et tout le milieu environnant se sent impacté dans ces problèmes. Donc, tu as dit que Mathieu est un cadre commercial. Et quel portrait nous avons de Mathieu? Est-ce que c'est un cadre gentil, dur, ou est-ce qu'il évolue en fonction des circonstances? C'est un grand travailleur. Il travaille très dur, mais il a de la bienveillance. C'est quelqu'un qui est à l'aise à son travail avec ses collègues. Tout au début du roman, on le voit évoluer et c'est un personnage tout à fait sympathique. D'accord. Donc, le titre de l'ouvrage, c'est Capital et Charité. Et Charité. Donc, Capital, on voit la chose, puisque tu as parlé du monde de l'entreprise, le monde professionnel, avec un certain nombre d'exigences. Et la charité. Alors, la charité, disons que le narrateur, qui est un personnage omniscient dans le roman, parle plutôt de bienveillance, la bienveillance au travail. Le capital, en principe, ces deux mots, capital et charité, ce sont des mots qu'on ne trouve pas associés. Ils s'opposent en quelque sorte. Mais peut-on évoluer dans le monde de l'entreprise tout en étant bienveillant? C'est sûr que l'auteur essaie de nous questionner, enfin on se pose des questions sur ce fait. Peut-on être bienveillant avec ses employés, ses subalternes? Il y a une hiérarchie dans le monde de l'entreprise, mais est-ce que la bienveillance est bannie? Ou est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait davantage? D'accord. Tout en essayant de garder des objectifs de résultat. Absolument. Donc, est-ce qu'on peut être bienveillant, compréhensif, d'avoir une certaine empathie, voilà, mais en même temps en étant exigeant, puisque bon, le chef a des objectifs, absolument, peut-être des objectifs personnels, des objectifs pour son entreprise, et donc ça sous-entend une certaine rigueur. Donc en tout cas, c'est l'idée qui viendrait au premier abord. Absolument. Et cet ouvrage, il a été rédigé vers quelle période? Il est de 2016. Il a été publié en 2016, donc il est tout à fait récent. D'accord. Il parle de ce qui se passe en ce moment. Donc, mais l'auteur Euphrasie Calmont, c'est une Martiniquaise, mais d'origine béninoise. D'accord. Et elle montre dans ce roman qu'elle connaît bien le milieu dans lequel elle vit maintenant depuis plusieurs décennies. Et elle peut décrire avec assez de précision le monde, la Martinique à l'heure actuelle. Oui. D'accord. Et est-ce qu'elle a une expérience particulière du monde d'entreprise ou bien elle a juste un regard d'observateur? Elle a un regard d'observateur et elle aimerait que tout un chacun se pose des questions. Tous ceux qui liront ce roman pourront se retrouver dans tel ou tel personnage. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais est-ce qu'on peut en prendre connaissance sans, disons, voir un peu si on peut s'en sortir à partir du roman. Le roman donne des pistes aussi de réflexion pour aller plus loin. Est-ce que le système, il dénonce, l'auteur dénonce le système actuel, qui est souvent une machine à broyer l'être humain,
C'est pour cela que le terme charité ou bienveillance est employé. Est-ce que la bienveillance ne serait pas plus d'actualité, dans une entreprise, est-ce que la bienveillance ne pourrait peut-être pas fournir plus de rendement, puisque c'est ça l'objectif premier. Mais l'interaction entre les employés pourrait se faire de façon avec plus d'empathie, comme tu disais tout à l'heure. On voit qu'il y a souvent des non-dits, un manque de communication, une communication non verbale qui pose problème. Donc ça crée un malaise, ça crée un climat anxiogène dans l'entreprise. Il est vrai aussi que par définition, un employé qui est bien dans sa tête est plus performant au milieu de l'entreprise que s'il n'est pas malade. Déjà qu'ils ont certaines fois des soucis d'ordre extérieur. Et effectivement, si le chef d'entreprise rend son personnel beaucoup plus entrain à être performant, donc c'est vrai que la bienveillance, je pense que ce serait forcément une bonne chose au sein de l'entreprise. Oui, ça créerait plus d'humanité aussi. Oui, tout à fait. Et ma question par rapport justement au déroulé dans ce livre, est-ce que l'auteur, tu as dit qu'il est omniscient, donc il a une vue globale, bien profonde de chacune des situations, est-ce qu'il a un parti pris, entre guillemets, entre le patronat et les employés? Est-ce qu'il a... Non, il reste neutre. D'accord. Il reste neutre. Il montre les situations telles qu'elles sont, mais sans prendre position. Voilà, il est impartial et il pousse le lecteur à vraiment à se questionner et puis à se dire, bon ben, est-ce que une situation comme ça, elle doit perdurer ou pas? Non. En fait, c'est vraiment... l'idée est vraiment de pousser à la réflexion, quel que soit le côté où on se situerait. Voilà. Aussi bien au niveau du cadre dont tu as parlé, des employés. Et il n'y a pas dans l'histoire un méchant, un gentil ou... Non, donc, non. Tout un chacun a cette remise en question à effectuer. Absolument. Par exemple, bon, je ne vais pas tout dire du roman, mais Mathieu, le personnage principal, se retrouve dans une situation assez délicate. Et là, son monde semble basculer. Et lui-même est obligé de se retirer un peu, de prendre du recul et pour pouvoir se demander si il doit continuer dans cette voie, accepter la mission qu'on lui donne ou pas. Il y a un questionnement. C'est surtout pour pousser le lecteur à se questionner et puis à se dire, bien oui, c'est vrai que ça c'est assez courant, mais est-ce que c'est normal d'avoir une situation comme cela? Est-ce qu'on peut accepter? Est-ce qu'on peut tout accepter? Est-ce qu'on a une idée de la durée du récit? Est-ce que ça se passe en une journée? Est-ce que ça se passe sur plusieurs années? Est-ce qu'on a l'occasion de voir l'évolution, je ne sais pas, physique, mentale, émotionnelle du personnage principal ou des personnages? Oui, il y a beaucoup d'émotions dans ce roman, mais l'action ne se passe pas sur un petit laps de temps, quelques mois, quelques années, mais juste pour décrire ce qui se passe. Par exemple, les enfants de Mathieu, le personnage principal, on les voit tout jeunes, 5 ans et 7 ans, mais on ne les voit pas adultes, ni préadolescents ou adolescents. Donc c'est vraiment une situation assez... le temps est assez limité. J'aime bien ces idées de transformation, d'évolution, dans le sens où, là, on est dans un cadre, on va dire, socio-professionnel particulier, mais nous tous, certains travaillent, d'autres sont étudiants, d'autres ont eu l'occasion de travailler. Je pense que lorsque nous avons commencé, lorsque nous avons fini, ou peut-être au bout de quelques années, nous ne sommes plus la même personne. Bon, nous ne sommes plus la même personne, c'est-à-dire dans le sens où peut-être
notre conception, notre rapport peut-être au travail, notre rapport par rapport aux collègues, à l'autre, aux clients ou aux personnes que nous servons évolue. Et c'est pas les idées peut-être qu'on avait en débutant. Finalement, on se dit, ah ben tiens, j'avais peut-être mal perçu telle chose, ou peut-être, entre guillemets, j'étais trop naïf sur cette chose-là. Et puis aussi, le monde, il évolue. Donc, ce qui fait que, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de s'adapter. On s'adapte, effectivement. Et les personnages du roman s'adaptent aux situations, mais c'est vrai qu'ils se posent des questions. On a souvent, tout au début du roman, on a le symbole du divan. Bon, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, mais les personnages sont à l'aise chez eux. C'est la famille de Mathieu, donc ils regardent la télé ensemble avec les enfants, ils échangent, le divan, c'est quelque chose de confortable. Mais il y a une deuxième lecture, à mon avis, dans ce roman. Le divan permet aussi l'analyse, c'est le symbole de l'analyse de la situation que chacun vit dans ce roman. Est-ce qu'on peut... donc chacun s'interroge sur son avenir. Puis-je continuer comme cela? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je démissionne? D'ailleurs, il y a un personnage qui démissionne plutôt que de se laisser, disons, impacter par tout ce stress environnant, toutes ces pressions. Donc, c'est une analyse de la société dans laquelle nous vivons en ce moment et qui permet des questionnements, des changements de vie avec du recul. Et on voit aussi que, comme j'ai dit au début, le milieu familial est impacté par le mal-être au travail quand il est là, quand les personnages, les employés se sentent mal, ça impacte sur la vie familiale puisqu'il y a un personnage qui est au bord du divorce. Mathieu, c'est un gros travailleur, il rentre tard à la maison et ça joue sur sa famille aussi. Et c'est ce grain de sable dont je parlais au début, il se voit lancé à la figure à un moment donné. Sa fille lui pose une question, enfin le fait réagir sur un sujet auquel il n'avait jamais pensé. Là, il commence à s'interroger et à se demander, mais tiens, mais ma famille me renvoie au visage un reflet de moi que je ne soupçonnais pas. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'auteur ou de l'autrice de Capital et Charité? Alors, c'est Euphrasie Calmont. Euphrasie Calmont. Est-ce qu'elle a eu l'occasion de rédiger d'autres ouvrages ou bien c'est son seul? Elle a rédigé d'autres ouvrages. Celui-ci est l'un des derniers. D'accord. Donc le premier c'était Emma et la rage de vivre. Emma ou la rage de vivre. D'accord. Donc Emma évolue en Afrique. La situation se passe en Afrique. Donc là aussi, il s'agit d'un roman contemporain. Absolument, absolument, oui. Elle a surtout des romans contemporains. Le revers de l'amour, c'est un roman contemporain également. Le revers de l'amour, aux éditions Amalthée. Là, il s'agit de différents textes de femmes, paroles de femmes, mots de femmes, donc auxquels elle a participé. Le Capital et Charité, ce n'est pas son dernier ouvrage, puisque celui-là date de Vivre, être soi. Celui-là date de 2020. D'accord, donc les plus récents, effectivement. Chemin de vie, chemin d'amour, c'est de la poésie. D'accord. Alors, ce sont elle est poète également. Et donc il y a un livre pour enfants, Le soleil et la mer.
Bon, c'est bien ça. C'est un auteur très complet. On voyage avec elle, Absolument. on fait des poèmes, on fait des romans. Elle pense aux plaisir enfants. de la lecture. Et c'est illustré par une Martiniquaise. D'accord, Euphrasie Calmont. En tout cas, merci beaucoup Colette pour cette présentation de Capital et Charité. Donc, sur la corrélation entre la vie professionnelle, la vie familiale et je dirais la vie tout court, puisque les deux sont des composantes incontournables de notre vie. Est-ce que nous aurons l'occasion de parler de vie familiale, du travail? Est-ce que cet équilibre-là avec Stéphane? Eh bien oui, j'ai le privilège d'être à nouveau à plaisir de lire. Je voudrais déjà remercier Colette de nous avoir partagé Capital et Charité, parce que j'ai beaucoup aimé le titre et je découvre l'auteur aujourd'hui avec différents ouvrages. Et pour ce qui est de la suite, on avait parlé une fois de forme financière et il se trouve que il y a des étapes de vie sur lesquelles on ne peut pas déroger. Donc tout souvent, tout se passe par 3 étapes. Et en l'occurrence, la fois dernière, on avait vu, si on pourrait appeler ça, la première saison. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ton ouvrage? Donc on va présenter l'ouvrage. Ouais. Il s'agit donc de La forme financière de Orrin Woodward et Chris Brady. D'accord. Donc ils l'ont écrit en fait en 2013, mais ils l'ont sorti en 2014. Et en fait, ce sont 2 auteurs qui vivent au Canada, qui bougent entre le Canada et les États-Unis. Et les gens connaissent plus Financial Matrix parce qu'ils ont vraiment développé 47 principes de vie où on peut les lire et dans la mesure où on les comprend, on les met en pratique et ça nous sert. Donc en général, lorsqu'une personne a appliqué les 8 premiers principes, elle a déjà moins de difficultés financières. D'accord. Il y en a 47. J'en maîtrise déjà 9. J'attaque, je suis sur 20. Mais plus on avance dans le livre, mieux on comprend la notion des finances, mais plus au sens des énergies. Comment en fait bien gérer tout ça. Voilà. D'accord. Alors quel est le menu du jour? Eh bien, le menu du jour, on va voir ça tout de suite sans plus tarder. Alors, en fait, il serait souhaitable de préciser que vous devez imaginer que votre vie de tous les jours est un terrain de jeu. Et dans cet échange que nous avons tous les jours, donc qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais pour habitude, quand j'étais plus jeune jusqu'à présent, de me dire que je vais essayer de sortir de la maison et de ne pas dépenser d'argent. Et en fait, je constatais qu'on est dans une société de consommation, la publicité, les médias, tout nous pousse à consommer. Or, on nous dit de savoir vivre avec nos moyens, de ne pas aller au-delà. Mais il y a certains qui disent oui, mais c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Et on va découvrir que la différence entre les riches et les pauvres, et ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, quand j'ai appris le terme, je me suis dit waouh, il y a des choses qu'il faut que je change. C'est la discipline. Donc en fait, on peut être discipliné dans bien des choses, mais sur les finances, on doit être discipliné pour que notre situation s'améliore en fait. Alors, il y a d'abord l'offensive. Donc en fait, on aime anticiper, il y en a ceux qui aiment anticiper la crise. Avant qu'une situation ne se présente et qu'elle soit difficile, on veut anticiper. Par exemple, les parents, ils aiment épargner, mettre de l'argent de côté pour leurs enfants, pour les études. Ça peut être aussi mettre des sous de côté pour s'il y a un pépin ou que ils doivent emmener l'enfant chez le médecin, ils ont de quoi. Et il y a aussi la défensive. Donc, des choses qui nous tombent dessus, il nous arrive de ne pas être préparés. Et on est obligé de réagir dans l'urgence. Et donc, même dans l'urgence, il y a une manière de se préparer. Par exemple, on est dans une période, entre guillemets, de pandémie. Mais la pandémie, c'est du point de vue, on va dire, si on peut dire ça, du point de vue santé médicale, mais on ne voit pas encore la pandémie financière. Et pourtant, elle est bien présente. Parce que je me mettais à la place je fais une petite digression avec les métiers dont on parle, des non essentiels. Ça m'avait un petit peu touché parce que j'estime qu'un métier reste un métier. Mais en fait, ça m'a plu de savoir que même ceux qui sont dans ce secteur-là avaient d'autres compétences. Donc certains ont dû se réactiver dans la comptabilité,
et dans d'autres secteurs d'activité qui font qu'ils arrivent à rebondir. Mais tous ne sont pas dans le même cas de figure. Alors, il existe des principes, je vais les donner. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas de finances actuelles ou qui pensent qu'ils sont au bord du gouffre et que les choses, c'est difficile et tout ça, ben, je vais en parler de quelques-uns avec vous et ça va vous booster. Donc, on va parler de la défensive et le terrain de jeu des finances personnelles. Alors, juste pour rappel, on avait vu la fois dernière des principes. Et les principes en question parlaient de comment se préparer. Notamment, on avait vu du 1 au 8, mettre des sous de côté, que la personne la plus importante, c'était nous. Et on va commencer avec le principe 9. Donc, aujourd'hui, je vais aller jusqu'au principe 20. Vous allez voir comment c'est super intéressant. Alors, le principe 9 nous dit quoi? Les personnes qui ont une bonne santé financière sont des lecteurs et des lectrices, mais aussi à plaisir de lire en passant, avides, et elles investissent constamment en elles-mêmes tout en augmentant leur éducation financière, tout en augmentant leur leadership, leur habileté, leur expérience, leur savoir et leurs compétences. Alors ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est beaucoup de mots, mais il est important de lire. Donc j'ai compris comme les grands de ce monde, Steve Jobs, d'accord, on a connu par rapport à Apple, on ne pas faire les pubs, mais tous ceux qui sont dans le domaine numérique, d'accord, on a Elon Musk qui a fait ses fusées, d'accord, qui peut décoller et peuvent retourner au lieu d'origine. On a aussi donc tout ce qui est électrique et tout. Donc il y a des pensées. Et je constate qu'il est important de s'éduquer financièrement. Mais ce qui m'a plu dans ce 9e principe, c'est il est important d'augmenter son leadership. On ne se rend pas compte, mais le père au foyer est une forme de leader en fait. Et il arrive parfois que le père fonctionne avec la mère, et la mère aussi a du caractère, et la mère, en absence, lorsque le père n'est pas là, se retrouve à avoir du leadership. Donc les enfants ont besoin de quelqu'un sur lequel s'appuyer pour savoir, j'aimerais ressembler à papa, qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais ressembler à maman, qu'est-ce que je dois faire? Mais encore faut-il que ses parents puissent s'informer, s'éduquer. Et l'habileté, les expériences. Donc il est important de partager ces expériences, surtout lorsqu'elles sont dites bonnes. C'est-à-dire qu'on a expérimenté quelque chose au niveau professionnel, il faut le partager. Donc ça nous nourrit. Donc comme le ministre des Finances disait, que la lecture nous nourrit et tout ce qui est numérique nous appauvrit dans un sens. Parce qu'à force d'être sur du numérique, sur des smartphones, on n'a pas le même plaisir qu'à prendre un livre et lire. Et l'importance du savoir. Parce qu'on constate que maintenant, avec la nouvelle technologie, on voit de moins en moins de personnes dans la lecture. Et c'est vrai que merci encore à l'émission, je me suis remis à lire et le fait de tourner les pages, de prendre un temps, ça fait du bien aussi. C'est comme un genre de méditation. Ça nous permet de rentrer en soi. Et aussi les compétences. Donc, j'ai appris aussi une chose à travers les principes. Il faut savoir rester à sa place. En fait, c'est ça. Tout le monde ne peut pas être président de région, ou de la collectivité. Tout le monde ne peut pas être président de la République et j'en passe des meilleurs. Donc, rester à sa place, mais apporter sa part. Et ça, c'est important. Et en fait, ça a amené à la chose suivante. Alors, le principe 10, les personnes en bonne santé financière excellent dans leur travail et dans tous les projets qu'elles entreprennent au moment présent. Et en même temps, elles investissent en elles-mêmes afin de réaliser leur vision à long terme. Alors, dans ce principe numéro 10, qu'est-ce que vous marque le plus? Je reprends une dernière fois. Les personnes en bonne santé financière excellent dans leur travail et dans tous leurs projets qu'elles entreprennent au moment présent. Et en même temps, elles investissent en elles-mêmes afin de réaliser leur vision à long terme. Qu'est-ce qui vous a manqué dans ce principe-là? Moi, je retiens 2 idées. Dans le moment présent, elles excellent, mais elles gardent quand même une vision à long terme. Donc, elles se préparent pour l'après. Donc, le moment présent, elles sont au travail, elles font de leur mieux, si je peux dire les choses comme ça, mais en même temps, elles pensent à demain. Elles se focalisent pas uniquement sur le moment présent. Donc, en effet. Donc, cela sous-entend de trouver un certain dosage. Un équilibre. Exactement. Et donc, dans cet équilibre, on constate quoi? Elles investissent en elles-mêmes. Souvent, on veut faire plaisir aux autres parce qu'on veut bien faire. Mais on ne peut faire les choses pour les autres que si on est déjà bien, on a déjà compris le principe et qu'on l'applique pour soi-même. Et en général, lorsqu'on les applique,
eh bien, on rayonne, on sent chez l'autre quelque chose, on sent un changement. Et il se trouve que là, par exemple, vivre le moment présent, entreprendre maintenant, en fait, souvent, on va peut-être critiquer, oui, si les choses ne vont pas, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de ceci. Mais on voit, c'est la faute de tout le monde, en fait. Mais en fait, compte, c'est soi-même. C'est soi-même. Pourquoi? Parce que dans cette période d'évolution, de changement, on a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Donc, avec le numérique, on parle de télétravail, eh bien, il y a la possibilité de se former sur Internet, d'apprendre par le numérique, donc de diversifier ses compétences et se former à la maison. Il est vrai que tout travail ne pourra pas se faire de l'ordre du numérique, mais quel que soit le secteur, c'est déjà de se dire, bon, j'ai un moment où je suis salarié, mais si on veut améliorer ce qu'on appelle la forme financière, ça passe par le fait d'entreprendre. D'accord? Il faut entreprendre. C'est-à-dire, tout pendant qu'on est salarié, je dois commencer une activité. Et donc, créer cet équilibre, donc ce dosage dont je faisais allusion. Alors, ça passe par quoi? Voici le plus dur. Principe 11. Ne sacrifiez jamais vos principes pour de l'argent et des biens, ou des biens. Soyez honnête. Conservez votre intégrité, assurez-vous que vos priorités soient dans le bon ordre. Quel challenge! Donc, ici, on met en évidence les valeurs. Donc, le respect des valeurs. Le respect des valeurs. Donc, c'est parce que souvent, on pourrait avoir tendance à penser, ben, tiens, il est riche ou bien sa situation financière est convenable parce qu'il fait des choses illégales ou parce qu'il n'a pas de principe, il n'a pas de valeur. Alors que l'idée que tu as avancée va dans le sens opposé. Tout à fait. Parce qu'en fait, il est vrai que dans les deux sens, dans le bon comme dans le mauvais, il arrive que les gens se sacrifient, mais pas pour les bonnes raisons. Mais ce que j'ai aimé dans ce principe 11, c'est qu'il nous dit que de faire les priorités de ces principes dans le bon ordre. Donc ça veut dire quoi? Déjà, s'aimer soi, être honnête avec soi-même et être dans le sens des compétences. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je me vois faire et qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place pour réaliser cet objectif-là? Alors, la notion de ne pas nier nos principes pour de l'argent, pour des biens, en fait, ça, c'est encore autre chose. Par exemple, il nous prend un temps de comprendre que souvent, on veut des choses, on veut pouvoir faire beaucoup de choses, se réaliser, des objectifs, toutes sortes de choses, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'on doit apprendre à être avant d'avoir. Vous auriez pu vous dire, bon, mais attends, il est censé nous parler de forme financière, il nous parle d'un état d'esprit, une façon d'être, une façon de penser. Mais avant d'obtenir ce qu'on obtient, c'est qu'on a d'abord pensé. Et donc, par rapport à ça, on va attaquer donc, le principe 12 qui vous mettra dans une dynamique. Et accrochez-vous tous. Donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent avoir au moins 3 zéros derrière un chiffre ou 4 zéros derrière un chiffre pour améliorer leur situation. Principe 12, accrochez-vous. Déployez les efforts nécessaires pour maîtriser ce que vous entreprenez. Habituellement, environ 10 000 heures. Toute personne ici présente, de par si elles sont chez elles, si elles sont présentes sur le plateau, aux alentours du plateau, sachez qu'il suffit de consacrer 10 000 heures de qualité à un projet en parallèle de ce que vous faites, mais que vous le menez à bien et votre situation financière change. Mais il faut y croire, parce que ça passe par de la volonté. Mais 10 000 heures, ça veut dire que ça ne se fait pas tout de suite, 10 000 heures. Alors 10 000 heures, c'est combien de temps déjà? Je vais pas oser, je vais me tromper dans les chiffres. On sait que dans une journée, c'est 24 heures. OK? Donc 365 jours par 24, c'est déjà 9 000 et quelques. Donc ça serait 1 an et 1 mois, à peu près. D'accord? Mais on sait que dans une journée, il y a 24 heures. 8 heures de repos, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. 8 heures de loisirs, ça pourrait aider. Qu'est-ce qu'on peut faire durant ces 8 heures? Enfin, à bon entendeur, salut. Et donc, principe numéro 13, accrochez-vous, il est long, celui-là. Les personnes qui sont en bonne santé financière ne se demandent pas est-ce que je peux me le permettre, mais plutôt est-ce que je le veux vraiment? D'accord? Je ne vais pas le répéter, vous allez le garder pour vous. Est-ce que nous en avons vraiment besoin? Est-ce que cela aidera à accomplir mes rêves, nos rêves? Comment cela m'aidera-t-il à atteindre mes buts et mes rêves? Donc, est-ce que ça peut devenir une distraction pour moi de m'améliorer, de faire en sorte de chercher de nouvelles solutions?
Parce que souvent on se dit, mais attends, j'ai pas le temps. Il faut cesser avec cette phrase-là. Hein. Le temps, on le trouve. D'accord? C'est une affaire de priorité. Et c'est une affaire de volonté. Il faut le désirer. Et en fait, il se trouve que parfois, on est motivé à faire certaines choses, d'autres pas. Et certaines fois, on a besoin des fois de coachs, de mentors, de personnes pour nous booster. Comme moi, j'ai des coachs maintenant pour me motiver à faire du sport. Depuis 5h30 du matin, je ne pensais pas que j'aurais pu faire ça. Fermer la parenthèse. Donc, est-ce que cela peut devenir une distraction? Est-ce que cela nous demandera plus d'argent pour l'entretenir ou le conserver, comme les assurances ou les frais annuels? Est-ce qu'épargner ou investir serait une meilleure solution pour atteindre nos buts et nos rêves? Parce que souvent, des gens épargnent, et ils épargnent toute leur vie, mais si elles ne font rien de cette épargne, est-ce que ça amène vers quelque chose? Est-ce que c'est le meilleur moment pour faire cet achat? Je veux acheter quelque chose, on ne se pose pas la question. J'en ai besoin, est-ce que j'en le veux ou parce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est le meilleur moment pour faire cet achat? Ou est-ce que ce serait moins dispendieux d'attendre plus tard, de différer cette dépense? Parce qu'il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Et ensuite, elle cultive l'habitude du non. Alors, j'ai constaté qu'il y a des gens, quand elles ne se sentent pas bien émotionnellement, elles ont besoin de faire des dépenses. Ça peut passer par aller chez le coiffeur ou acheter des vêtements, des choses. Elles ont besoin de décompresser. Mais encore faut-il faire le bon choix pour nous permettre de grandir. Alors, et enfin, elles peuvent facilement se le permettre ou elles épargnent et investissent leur argent. Donc, le principe 14 nous amène au principe suivant. Les personnes en bonne santé financière, écoutez bien, analysent leurs habitudes de vie ainsi que leurs habitudes en matière de finances. Elles travaillent à briser les mauvaises habitudes. C'est pas évident de changer une habitude, mais c'est possible. Et choisissent les habitudes qu'elles veulent et qu'elles ont besoin pour accomplir leur rêve. Donc, j'ai compris que tous les jours, durant une semaine, vous vous mettez à changer vos habitudes, une habitude régulière. Par exemple, une pensée positive que vous mettez en place. Désormais, je vais travailler pour ce que je désire vraiment, mais pas pour les choses que je veux. Il y a une différence entre vouloir et désirer quelque chose ardemment. Et enfin, possédez votre entreprise au principe 15, même si vous commencez à temps partiel. Une personne ne peut pas escompter une amélioration de ses finances alors qu'elle a les mêmes habitudes pour faire les mêmes choses tous les jours. Donc, comme disait Warren Buffett, si ce que nous faisons maintenant, si lorsqu'on travaille durant la journée, il y a 24 heures, on est d'accord, il y a 8 heures de travail, mais il y a un principe de base, il nous dit que si on doit travailler et faire ce qu'on fait toute notre vie, et que durant la nuit, il n'y a pas une autre activité, peut-être sur Internet, quelque chose d'autre que l'on fait, pendant qu'il fait nuit ici, il fait jour de l'autre côté du globe, les gens peuvent aller par exemple sur Internet, ça peut passer par un site Internet, inciter les gens à acheter un de nos livres de lecture qui donnent des astuces, des poèmes, des choses comme ça. Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir peur, d'angoisser, comme on parlait de stress au travail, c'est de voir nous sommes des êtres qui avons envie de créer et de mettre des choses en place. Donc en fait, c'est se dire, je crée une activité qui me donne envie de m'épanouir, envie de créer, envie de progresser. Donc, vous pouvez appliquer tous les autres principes enseignés dans le livre et obtenir la prospérité au fil du temps, mais ceux qui appliquent ces principes dans leur propre entreprise peuvent devenir prospères beaucoup plus rapidement. Donc, on constate que c'est la notion d'application. Donc, 1, on apprend. 2, il faut comprendre ce qu'on a appris, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être dans l'action s'ils n'ont pas compris. Et ensuite, passer à l'action. Donc, j'ai compris que tout, c'est une question d'étapes. Et parfois, lorsqu'on est trop rapide, on a tendance à brûler certaines étapes. On attaque, OK. Donc, principe numéro 16. Alors, ça va plaire à ma collègue d'à côté, Capital et Charité. J'aime beaucoup le titre de ton livre. Ouais. En passant, augmentez vos revenus passifs du principe numéro 16, façon à ce que, premièrement, la plupart de vos revenus sont des revenus passifs. Et oui, tout ce qu'on reçoit, c'est pour le dépenser. D'accord? 2, vous pouvez vivre de vos revenus passifs. Donc, qu'est-ce que j'ai, que je possède actuellement? Est-ce un terrain? Est-ce un logement vide? Qu'est-ce que j'ai que je n'utilise pas? Est-ce que j'ai un appareil que je peux louer? Un dernier appareil photo que je n'utilise pas? Est-ce un drone que j'ai chez moi depuis combien de temps? On peut s'organiser autrement pour louer et rentrer dans une dynamique. Actuellement, je sais que sur notre territoire, la tendance, c'est beaucoup sur la location de voitures. Tout le monde cherche des possibilités. J'ai vu que tout le monde s'est mis au travail et ça a amené à la chose suivante. En fait, je m'inquiétais de savoir, est-ce que des personnes comme moi, mon animateur de plaisir de lire, Colette,
est-ce que j'aurai une retraite? À l'heure actuelle des choses, on ne va pas entrer dans le débat, mais je vais vous donner donc le principe numéro 17. Accrochez-vous bien. Tout le monde a attaché sa ceinture. OK, on démarre. La retraite ne devrait pas être une question d'âge. Accrochez-vous bien. Mais plutôt évaluée en fonction d'avoir assez de revenus passifs pour en vivre toute une vie. C'est-à-dire, comme l'écureuil qui prend les noisettes et qui ramène au bercail, qu'est-ce que nous épargnons maintenant, mais qui devient un actif? C'est pas... L'écureuil ne va pas prendre la noisette pour le mettre dans l'arbre comme ça. Hein. Après, il s'organise dans l'arbre pour cacher les noisettes. Parce qu'il prévoit. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la chose suivante. Donc, il dit, la retraite signifie se retirer des choses qui ne font pas partie de notre plan de vie afin de se concentrer sur notre travail productif et sur notre mission de vie. Donc, on constate que beaucoup de gens se disent qu'ils épargnent pour leur retraite, qu'ils travaillent dur pour leur retraite, mais on sait déjà que la retraite, c'est déjà un pourcentage de ce qu'on a capitalisé. Et donc, la suite au prochain épisode. Donc, je vous remercie pour cette session-là, mais je laisserai à l'animateur de... Merci beaucoup, conclure. Stéphane, Merci. pour tes conseils financiers. Notre expert financier, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Et ce sont des conseils d'ordre pratique. Hein, on n'a pas forcément besoin d'être un professionnel, mais il y a des conseils qu'on peut appliquer tout à l'heure. Tu as parlé dans Capital et Charité de la corrélation entre vie professionnelle, vie familiale. C'est des choses qui peuvent aider le bon fonctionnement du foyer et tout en étant épanoui dans son travail. Tout à fait. Parce que c'est un équilibre à trouver entre les deux. Tout à fait. Souvenons-nous, nous devons exceller dans ce que nous faisons pour nous, mais dans nos activités qui nous permettent de grandir. En tout cas, merci beaucoup Colette pour ta participation. Je voulais juste ajouter que Oui. tout n'est pas... Le portrait brossé dans le roman de Frazy Calmont, Capital et Charité, n'est pas tout à fait noir parce qu'il y a des plages de paix, il y a des passages qui nous parlent de notre environnement local. Certains sites sont décrits comme le Fort Saint-Louis, des patates bord de mer, des choses qu'on ne retrouve plus maintenant, les iguanes qui se promènent au Fort Saint-Louis. En fait, Qui un aime cadre beaucoup les agréable. fruits, hein. Et puis on a aussi du Belay, des sons de Belay en créole dans ce roman. Donc tout un chacun peut se retrouver à travers ce roman. Les amoureux de la Je culture. pense que de voilà, la nature. absolument, D'accord. absolument. Merci Stéphane pour ce moment. Eh bien, merci de l'invitation. Donc, on s'est arrêté au principe 17, mais ce sera un plaisir de vous partager davantage. Et souvenez-vous que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. En tout cas, merci Merci. beaucoup. Merci à vous deux. Merci de nous avoir suivis. Comme vous le savez, vous avez la possibilité de nous rejoindre sur ce plateau, comme Colette, comme Stéphane, en composant le numéro qui va s'afficher dans un instant. Donc, plaisir de lire. Donc, vous nous contactez au 06 96 19 41 13 et vous venez nous présenter le livre de votre choix, le thème de votre choix. Ce sera un mercredi à 15h sous Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne semaine et à très bientôt.